Bien, je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être ici présent à Mix Énergie pour traiter d'un sujet hautement important qui est les communautés énergétiques locales. Quelle place dans la transition énergétique? À cet effet, je suis très heureux d'accueillir Monsieur le maire et professeur Bernard Laget, qui est également l'ancien président du syndicat énergétique de la Loire et qui va vous parler de certaines réalisations sur sa commune. Nous avons là un maire à la fois bâtisseur et innovateur. Chris Merel, qui est directeur territorial Isère de Enedis. Laurent Schmitt, qui est à la fois président Europe de la société canadienne Decibel et également président de DG4Grids. Et Donald François, qui est le président de Serenison, qui vous parlera de ce qu'il fait dans le sud notamment. Alors, communauté énergétique locale. Tout d'abord, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que face aux enjeux de société, notamment les enjeux économiques, sociétaux, environnementaux, on voit de plus en plus qu'on est obligé de changer de modèle et de changer à 180 degrés. L'énergie est un exemple de ces changements de modèle et nous amène à revoir les modèles de distribution, les réseaux, aller vers plus de local, aller vers des réseaux hybrides, où on va associer à la fois le micro et le macro. On va associer local, global, centralisé, décentralisé, avec une volonté d'aller vers plus de proximité, pouvant être aussi synonyme de plus de sobriété. Cependant, cette évolution, si elle est durable, elle peut être aussi synonyme de complexité. Parce qu'effectivement, quand on associe du local avec du central, de la mixité, de l'hybridation, il faut savoir le gérer. On est sur des systèmes qui deviennent complexes. On ne peut pas avoir un seul acteur qui va tout piloter. Et puis en plus, au milieu, il y a un usager, il y a des usagers. Et il faut prendre en considération leurs besoins. Donc on voit qu'effectivement, ce n'est pas simple. D'où la place du numérique pour accompagner cette complexité. Mais un numérique qui va répondre aussi à des critères à la fois de sobriété et de respect des données, des respects de confidentialité des données. On voit que c'est en fait un monde qui est en train de changer. L'accès des données en temps réel étant essentiel. Il s'agit, si on parle d'énergie, à la fois des données relatives à la production, à la distribution, à la consommation, au stockage, aux usages. C'est également les données relatives aux tarifs. Bref, on voit que le sujet aussi des données et de la gouvernance des données est au cœur. Et quand on parle de gouvernance des données, de changement de modèle, on voit qu'il y a aussi un changement de modèle au niveau territorial, au niveau de la gouvernance territoriale, au niveau de l'organisation territoriale. On n'est plus forcément sur des modèles qui vont être top-down, qui vont être descendants, mais sur des modèles hybrides, où en fait on va prendre en considération l'usager, les usages, les besoins des usages. Eh bien, c'est ce sur quoi je voudrais qu'on discute aujourd'hui, qu'on voudrait discuter. Et les communautés énergétiques locales d'énergie sont un bon exemple. Personnellement, je pense que si on arrive à répondre à ces problématiques qui sont liées à l'énergie, eh bien, on pourra les dupliquer à tous les secteurs d'activité qui nous concernent. L'eau, les déchets, le partage d'espace, la mobilité, etc. Et donc, pour ça, on va écouter nos experts qui vont nous parler de tous ces sujets. Et on va tout d'abord commencer sur un sujet qui est une question générale. C'est communauté énergétique locale. Est-ce un épiphénomène ou plutôt une tendance de fond? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que ça se développe. Je crois que vous allez tous être témoins.
la Commission européenne, a priori, commence aussi à s'en occuper. Le ministère de la Transition écologique aussi. Ça devient effectivement un effet de mode. Mais est-ce que c'est un effet de mode qui est lié uniquement au renchérissement de l'énergie, notamment lié à la guerre en Ukraine? Et puis demain, s'il n'y a plus de guerre, est-ce que ce problème, ce sujet s'éteindra? Ou est-ce que c'est vraiment un sujet de fond qui est lié notamment à l'environnement, à l'empreinte carbone, au dérèglement climatique et à nos réponses par rapport à ça? Mais alors, si c'est ça, ce que je voudrais, c'est que de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est qu'une communauté énergétique locale? Et là, je vais vous entendre. Ensuite, c'est quels obstacles aujourd'hui, à la fois juridiques, économiques, réglementaires, organisationnels, et puis aussi quelles tendances en France, mais en Europe. Donc là, notamment Laurent Schmitt, qui est au niveau de la Commission européenne, pourra nous parler de projets au niveau européen et de ce qu'on fait. Puis enfin, quelque part, c'est comment le réseau et comment la distribution électrique s'adapte à à cela. Alors, ce que je propose, c'est qu'on démarre par le concret, quelqu'un qui a mis les mains dans le cambouis, qui a déjà réalisé une communauté énergétique locale, et c'est Serenison, avec l'exemple de Cabriès-Calas. Merci Emmanuel. Oui, vous m'entendez. Donc déjà, pour répondre à ta question, épiphénomène ou tendance de fond, je vais afficher mes couleurs, c'est une tendance de fond. En 2018, quand j'ai créé Serenison, c'était avec pour objectif de développer les circuits courts de l'énergie, avant même qu'on parle de communauté d'énergie renouvelable dans la législation européenne, avant même qu'on parle de communauté énergétique locale dans des conférences comme celle-ci, parce qu'on était convaincus à ce moment-là que cette notion de circuit court de l'énergie avait trouvé son heure, non pas par rapport à une crise géopolitique ou par rapport à un coût de l'énergie, mais par rapport à une logique de bon sens. Une logique de bon sens d'organisation de nos villes, une logique de bon sens en matière de production d'énergie renouvelable au plus proche de nos consommations pour alimenter nos besoins, quels qu'ils soient, publics, privés, particuliers ou entreprises. Donc effectivement, quand j'ai créé Serenison en 2018, je me suis dit qu'on pouvait écrire tous les concepts sur papier, mais ce qui était encore plus parlant, c'était de pouvoir démontrer à taille humaine un vrai projet. Donc on a développé dans la commune de Cabriès-Calas, qui se situe entre Aix et Marseille, pour ceux qui ne connaissent pas la région, une première communauté d'énergie qui regroupe aujourd'hui 75 participants divers et variés. Je pourrais vous dire un peu desquels. On a développé des centrales de production solaire et on a créé une opération d'autoconsommation collective avec nos amis d'Enedis, qui étaient d'ailleurs main dans la main avec nous pour créer cette opération, donc la définir puis la mettre en service. Elle est en service depuis près de 18 mois maintenant, cette opération. C'est l'opération d'autoconsommation collective la plus conséquente en France aujourd'hui en termes de nombre de participants et en termes de kilowattheures partagés au sein de cette communauté. Donc on n'est pas peu fiers par rapport à ça. Mais pour revenir au concret, on a vu que les participants aujourd'hui, on a des entreprises, on a des artisans locaux, on a des foyers, on a une école maternelle et primaire, on a une maison de retraite. Donc on voit que ce projet aujourd'hui, avec 2 centrales de production sur 4 qui ont été développées, touche pas loin de 400-500 personnes finalement, entre les étudiants de l'école, les locataires de la maison de retraite, les foyers qu'on alimente. Et on a vu un réel intérêt de ces participants à avoir une énergie qui est produite dans leur territoire sur un périmètre réglementaire de 2 km de diamètre, d'une énergie qu'ils ont pu voir produire sur la toiture de l'école et du bâtiment privé, et qui ont pu d'ailleurs, on commence à le constater après 12 mois de relevé de données, on a vu que ces participants à cette opération d'autoconsommation collective sont devenus beaucoup plus conscients de d'où vient l'énergie, de combien elle coûte, quand est-ce qu'elle est disponible. Et aujourd'hui, je n'ai pas la statistique précise, mais on est en train de la préparer pour démontrer qu'au moment où ils ont engagé ils ont intégré cette opération, ils sont partis d'une base 100 de consommation. Nous, on a pris le pari qu'ils descendraient à une base 90, c'est-à-dire qu'ils allaient pouvoir réduire de 10% leur consommation, simplement en étant conscients de quand l'énergie est disponible, d'où elle vient et combien elle coûte. Donc en termes énergiques, en termes sociétal et en termes économiques, ces communautés locales d'énergie sont là pour durer. Et c'est un réel vecteur de valeur pour le territoire. Parce que si on fait la petite histoire, et je pense que Monsieur le maire pourra nous en parler, mais pendant les années 60-70, l'industrialisation, on nous a convaincus, qu'on soit en Amérique du Nord ou en Europe,
qu'il fallait centraliser la production, la transporter sur 400-500 km et de dire aux acteurs territoriaux qui construisent les villes, vous développez vos zones d'activité, vous développez vos écoles, vous développez vos lotissements de logements, et nous, on s'occupe de vous acheminer l'énergie. Aujourd'hui, les communautés énergétiques locales ne viennent pas remettre ça en question, mais elles viennent remettre le pendule au milieu de la responsabilisation des acteurs territoriaux, qu'ils soient publics ou privés, pour la production et la consommation de leur énergie. Et ces communautés permettent d'engager ce mouvement vers cette responsabilisation pour un meilleur partage de la valeur sur les territoires. Et concrètement, la première chose, au niveau juridique, vous avez créé une entité pour porter ce projet? Tout à Et fait. quelle est-elle? Tout à fait. On a créé une entité juridique qui s'appelle Serenicalas. C'est une SAS qu'on a créée. Une SAS. Voilà, une SAS qui regroupe du coup les investisseurs qui ont participé au projet pour financer les installations, qui regroupe les participants et qui est dans le jargon réglementaire la personne morale organisatrice qui fédère l'ensemble des producteurs et des autoconsommateurs au sein de cette entité. Donc on a créé cette société. Serenison en est l'actionnaire majoritaire, mais Énergie Partagée Investissement nous a également accompagnés sur ce projet. Et on a pu fédérer une quarantaine de foyers qui ont souhaité mettre des sous dans le projet, mais avec une particularité qui était une valeur très forte quand j'ai lancé Serenison, c'était de dire ceux qui vont pouvoir bénéficier des kilowattheures locaux un peu moins cher que ce qu'on paye par ailleurs, ce ne sont pas que ceux qui ont investi dans le projet Serenicalas, c'est tous les concitoyens qui sont dans le périmètre de 2 km, investisseurs ou non, parce que notre conviction, c'est que ces communautés énergétiques locales doivent être inclusives et cette barrière à l'investissement, on doit la faire sauter. Ah, d'accord, ok. Et la gouvernance de cette SAS, enfin, elle est au prorata de la contribution financière ou Non, justement, on a fait des statuts qui équilibraient un peu mieux la gouvernance en dehors de l'euro investi dans le projet. Donc, on a créé des collèges au sein de cette structure, un collège collectivité, un collège particulier riverain et un collège fondateur partenaire pour répartir les pourcentages de vote indifféremment à peu près des euros investis. Merci, c'est très intéressant. Alors Bernard, je te passe la parole parce qu'effectivement, autre cas concret, cette fois-ci à l'échelle d'une collectivité. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu as fait et tes projets? Alors nous, on est parti sur un autre moteur. Je suis maire depuis 2000 et j'avais été maire avant. Et peut-être ici, vous ne connaissez pas bien, mais le gros souci des collectivités, c'est de réduire leurs dépenses de fonctionnement en faisant des investissements. Parce que c'est là-dessus qu'on a le plus de mal à trouver du financement. Donc effectivement, je trouve que la commune est à la tête d'un patrimoine immobilier de 5 bâtiments, dont un château du 19e. Donc on a fait là-dessus des travaux d'isolation, etc. Mais à un moment, s'est posé la question de savoir, comment on va payer moins d'électricité et de gaz. Pour ça, on a investi. Et l'idée simple, c'est de mettre des énergies renouvelables. Donc on a mis du PV, on a mis du micro-éolien, qui marche bien. Et puis sur un bâtiment, on a mis une géothermie à moyenne profondeur. Alors ça commence à faire un peu le catalogue à l'après-vert, ne vous inquiétez pas, vous verrez qu'il y a une logique derrière. D'accord ? Et puis donc on a fait ça, on a autoconsommé, on n'a rien inventé. Mais à un moment, il y a les intermittences. Donc cette énergie renouvelable, elle est bien, mais ce n'est pas comme le réseau Enedis, elle n'est pas là tout le temps. Bon. Alors à l'époque, on n'avait pas de système d'autoconsommation, enfin en tout cas on ne le connaissait pas, donc on s'est mis à stocker cette énergie. Bêtement avec des batteries, qui n'est pas très écologique. Mais bon. Et là, il est venu une idée, il y a une dizaine d'années, c'est de fabriquer de l'hydrogène vert. Alors là, fabriquer de l'hydrogène dans un bâtiment, ça a été un grand moment sur le plan des autorisations. Mais là où on a eu de la chance, j'ai appelé l'Adréal, que je connaissais. Il m'a dit, ah non, sur l'hydrogène, monsieur le maire, il n'y a qu'une règle. Si vous stockez moins de 100 kilos, vous n'avez pas d'autorisation à demander. Oh, c'est très bien, on va se limiter à 100 kilos. Et donc, on a mis ce cycle en place. Et du coup, on a mis la chaîne complète pour démontrer que ça pouvait marcher. On n'a rien inventé, si ce n'est d'avoir intégré tous les maillons de la chaîne.
Et quand on a eu cet hydrogène, évidemment, on a refait de l'électricité avec une pompe à chaleur et puis la combustible, pardon. Qui produit du courant continu? Grande tentation, évidemment, d'alimenter l'éclairage public En courant en continu. courant continu, parce que le parc est privé. Hein. Alors là, on m'a dit, oh, vous ne vous rendez pas compte, monsieur le maire, du courant continu. J'ai dit, c'est quoi la puissance 48 volts. Eh ben, on va pas. Ça tombe bien, c'est ce que produisait la pile à combustible. Ouais, mais ça ne suffira pas. Ben, on va essayer. Alors j'ai eu de la chance là-dessus, c'est d'avoir un fabricant dans la région de LED. Parce que vous savez que dans la LED, ce qui casse, c'est pas la LED, Driver. c'est le driver. Et dans le driver, c'est l'onduleur. C'est ça qui casse, comme expliquaient les techniciens. Donc on a fait développer un driver courant continu LED. On n'a rien dit à l'électricien qui a posé. Il a posé du câble, il a posé des trucs qui ressemblaient à des LED. On a prévenu le patron, parce que là, si on a le temps, on en parlera, c'est les appréhensions. Et puis pouf, on a branché, hop, et l'allée s'est éclairée sur les 400-500 mètres que tu connais. Alors tout le monde m'avait dit, ça ne marchera pas. Ben, j'ai dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais on n'a pas fait une grosse étude, mais ça marche. C'est comme ça. Bon. Donc ça, c'est le courant continu. Je reviendrai s'il faut. Et avant dans mon petit tour général, ben, cet hydrogène qu'on avait, pour produire l'hydrogène, on fait de la chaleur, donc ça, on l'a mis dans l'azote de chaleur. Pas de problème. Et puis, on avait une chaudière gaz, juste à côté. Donc, c'est tentant de prendre un tube d'hydrogène et de l'amener dans le brûleur de la chaudière directement. Là aussi, on m'a dit, oh, on n'est pas con. Écoutez, on va faire des essais. Donc, c'est pas dangereux. Si ça s'échappe, l'hydrogène, à l'inverse du gaz, il va en l'air. Il ne peut pas exploser. Hein, tout le monde a dans la tête le Zeppelin, mais on n'a pas le temps d'en parler. Mais le Zeppelin, ce n'est pas l'hydrogène qui l'a fait exploser, c'est l'enveloppe extérieure. D'accord? Et puis, ça a marché. Donc là-dessus, ils sont sur le salon, mes partenaires de BDR Therméa, de Dietrich, se sont dit, tiens, là, il y a un truc, et ont développé toute une chaîne d'intégration de l'hydrogène dans les chaudières à condensation, avec un gros avantage qu'ils ont développé par rapport à nous, c'est que nous, il faut de l'eau pour faire l'hydrogène. Eux récupèrent la condensation, et donc vous avez, à l'arrière de votre chaudière, vous mettez un électrolyseur avec l'eau de récupération, vous récupérez même l'oxygène pour mettre dans la flamme, et ça marche. Voilà. Donc, alors, j'ai été, moi, professionnellement formé des générations d'ingénieurs à qui ils avaient des grands cours sur l'innovation, comment, etc. Bon, ma théorie, c'est que l'innovation, il faut sentir les choses et les prendre quand ça passe. Voilà. Parce qu'on aurait eu cette réunion il y a 10 ans. Si, j'aurais pu faire un baratin, mais je n'aurais pas eu le même résultat. Alors je pourrais vous le raconter dans l'autre sens maintenant. Ce serait plus joli. Plus parlant. Mais aujourd'hui, voilà. cette expérimentation, on peut très bien la dupliquer. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. C'est ça qui est derrière. C'est-à-dire qu'en fait, les collègues qui viennent me voir, ils se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas faire la même installation dans leur mairie. Mais quand on voit comment, en quelques années, on a pu intégrer l'électrolyseur et la production d'hydrogène dans un truc qui fait un demi-mètre cube, qu'on met derrière la chaudière, ça, c'est intéressant en termes de théorie d'innovation, c'est-à-dire c'est aller très vite. Très, très vite. Et ça, c'est ça qui est intéressant. Et je pense maintenant, pour revenir à la problématique générale du mix énergétique et des énergies renouvelables dans la transition des bâtiments, c'est qu'effectivement, quelque part, il n'y a pas une solution. On a eu mis dans notre bâtiment une pompe à chaleur, une géothermie à moyenne profondeur avec une pompe à chaleur parce que ça allait bien. Voilà. Et donc je pense que là-dessus, il faut être un peu en attente. Il faut composer. Mais la difficulté qu'on a, c'est que, vous ne trouvez pas beaucoup de bureaux d'études, en tout cas dans notre région, qui soient capables de prendre le risque de vous conseiller une solution hydrogène ou courant continu. Quand on a fait le bâtiment que tu connais, on est parti en électrique, autoconsommation. Il y avait des centrales de traitement d'air pour chaque bâtiment, chaque appartement, qui pourraient marcher en courant continu. Mais là, les gens m'ont dit, calme-toi, parce que tu amènes le courant continu dans le bâtiment, en bois en plus, tu ne sais pas les risques qu'il peut y avoir. Je regrette, parce que je suis que ça aurait marché. Voilà.
voilà. Donc un petit peu, et je pense que là-dessus, c'est là qu'il y a un vrai problème. Là, C'est il y a des blocages culturels et, voilà. Et les métiers c'est qui plus vont... culturel que normatif presque. Voilà. Ouais. Voilà. Bon, merci. En merci. quelques phrases. Mais s'il y a des questions, j'y réponds. Et juste, ce projet a été aussi financé par un projet européen, non ou... Non, alors Non. ça aussi, je vais dire, bon, je vais pas le dire. On l'a financé nous uniquement avec ce qu'on appelle les fonds récurrents des communes. C'est-à-dire qu'en gros, avec l'équivalent, on aurait pu faire 2-3 ronds-points sur la commune. Bon, on a fait des dodanes pour que les gens aillent moins vite. Et là, on a pu utiliser cet argent pour investir, parce que derrière, on savait qu'il y aurait des économies financières qui couvriraient l'amortissement. Voilà. On a eu... Non, alors... Il y a le ROI, on peut dire que c'est à peu près combien alors? Alors que c'est un peu difficile de parler de ROI parce que c'est une innovation. Voilà. Et donc, si on raisonne, ça coûte plus cher, une innovation. Si on raisonne en reste à charge de la commune, c'est-à-dire si on prend le coût et on enlève les subventions. De toute façon, les subventions, elles sont à la portée de tout le monde. Hein. On a volé l'argent à personne. C'est pas pour sur le bâtiment en bois, je crois qu'on doit être à 14 ou 15 ans. Et dès la première année, on s'est rendu compte que les loyers plus les charges locatives couvraient les emprunts. Hein. C'est un ROI paysan. Hein. C'est un ROI petit équilibre. Hein. Ce n'est pas un ROI au sens industriel, parce que moi, je n'ai pas d'actionnaire à rémunérer. Et sur le château, c'est vrai qu'avec l'augmentation du prix du gaz nous a bien aidé. Je pense qu'on doit être à peu près dans les clous, mais il faut qu'on sorte les chiffres là, quand on aura un peu de temps. Voilà. Bon, merci. Compris. Alors, maintenant un petit peu la position de l'Europe et puis voilà, ce que tu constates aujourd'hui. Donc, juste pour repositionner un peu ce que je vais dire, avant d'avoir créé 2 startups, j'étais responsable de la stratégie de l'innovation chez GE et chez Alstom. Donc ça m'a donné une perspective très industrielle du monde de l'énergie. Et ensuite, pendant 4 ans, j'étais responsable d'une grosse organisation à Bruxelles qui s'appelle l'ENSOI, qui est l'organisation des opérateurs de réseaux de transport d'électricité. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de créer ces 2 startups? C'est parce que finalement, mon expérience de ces 5 dernières années, c'est que j'ai peur que l'innovation ne viendra pas du réseau. Désolé pour mon... Pourquoi? Parce que les choses vont beaucoup trop vite pour le réseau. Aujourd'hui, ça met moins de 3 mois pour installer un panneau solaire, moins de 3 mois pour installer une borne de charge de véhicule électrique, et ça met entre 5 ans et 10 ans pour installer des nouvelles lignes, sans même parler de l'offshore, etc., qui sont d'une complexité énorme. Et je suis absolument convaincu que le réseau et la contrainte du réseau va rajouter une brique économique supplémentaire par rapport au modèle qui a été décrit avant. C'est-à-dire que c'est très logique, finalement, pour optimiser les flux dans un réseau électrique, de commencer par consommer localement, faire en sorte que les électrons ne voyagent pas en moyenne 60 km entre une centrale et un consommateur, parce que plus ils voyagent, plus il y a des pertes dans le réseau, mais soient autoconsommés le plus possible à l'échelle de la boucle locale, du district. Et donc, ce qui nous a amené à réfléchir à des nouveaux concepts. Donc, où est-ce que nous, on veut essayer d'emmener le sujet? C'est rajouter une brique supplémentaire dans la boucle locale d'énergie, qui est la brique du particulier. Pourquoi? Parce que le particulier est en train de s'équiper à une vitesse exponentielle en véhicules électriques. Les panneaux solaires sont devenus économiquement ultra viables, même en France, dans le contexte énergétique actuel, sachant qu'il y a il reste une grande incertitude sur la disponibilité des centrales nucléaires dans l'hiver prochain et dans les hivers qui viennent. Autrement dit, le solaire va devenir économiquement très viable en France dans les années qui viennent. Et la flexibilité, le réseau, pour se stabiliser, a besoin de plus en plus de flexibilité. Donc le réseau va rémunérer cette flexibilité. Donc la question qu'on s'est posée, c'est comment intégrer de manière dynamique le photovoltaïque, le stockage et le véhicule électrique en charge bidirectionnelle à l'échelle du client particulier, et ce en lien avec une boucle locale d'énergie. Et donc là, on est dans une logique de données, d'échange de données, de standardisation de données. Et dans la présentation qui a été faite juste avant, finalement, c'est un très bel exemple de l'innovation système. On n'est plus dans une innovation composant, on est dans une innovation système, d'intégration de ces éléments entre eux. Et là, pour ça, il faut libérer la donnée. Il faut utiliser des API temps réel, standardisés. Et c'est là-dessus qu'on travaille en ce moment, créer des plateformes pour faire en sorte que les données qui, en base, appartiennent aux clients soient faciles à échanger avec ses voisins dans le cadre d'une communauté énergétique d'autoconsommation, pour faire en sorte que finalement chaque client
naturellement, de manière totalement transparente, deviennent un acteur de ces De boucles la locales transition, d'énergie ouais. et de cette transition. Voilà l'étape message. suivante que nous, on voit venir. Et au niveau européen, donc? Donc au niveau européen, la Commission s'est complètement emparée du sujet. Il y a des discussions en cours sur un nouveau design de marché électrique. Je suppose que les spécialistes qui sont dans la salle, vous êtes au courant. Et quand on regarde, il y a deux grandes tendances qui ressortent de ça. C'est mettre en place une régulation qui est plus incitative pour rémunérer la flexibilité des particuliers et des gens pour faire en sorte que les consommateurs consomment au bon moment dans le réseau électrique. Et la deuxième, c'est de permettre le partage de l'électricité et de l'énergie à une maille la plus large possible. Autrement dit, étendre la notion des boucles locales d'énergie d'autoconsommation à des mailles encore plus importantes que les 10 km, 10 km, potentiellement à l'échelle d'un pays. Donc ça, c'est vraiment l'étape suivante. Agréger des boucles locales, c'est ça? Agréger ou faire en sorte qu'à terme, un consommateur dans le nord de la France qui a un surplus, une boucle locale dans le nord de la France qui a un surplus d'énergie solaire, etc., puisse partager ça avec un consommateur à Paris qui a un véhicule électrique, et ce, en payant un réseau à hauteur du réseau qu'on utilise, c'est-à-dire évidemment le réseau de distribution, parce que la boucle locale utilise le réseau de distribution, et le réseau de transport, mais s'il est utilisé, c'est-à-dire que si on a une boucle locale à l'échelle des 10 km, ce n'est pas la peine de financer le réseau de transport dans ce cas-là. Et donc en fait, ça amène une vraie logique, une nouvelle logique, et ça c'est en train d'être discuté, et ça rentre dans la réglementation énergétique européenne, et c'est quelque chose qui est très fortement poussé actuellement par les instances. J'imagine que ça va générer des nouveaux modèles économiques et des nouveaux modes de rémunération. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais peut-être sous forme de token ou tout, mais bon, on va en reparler. Mais donc autour de la flexibilité, voilà, c'est amener le client à faire en sorte, avec l'automatisme qui existe dans le bâtiment, dans la maison, d'interagir de manière dynamique avec la boucle locale d'énergie. Je vois que Smarten est dans la salle. Smarten a produit un document très intéressant sur la notion de self-balancing district. C'est exactement ça, c'est automatiser cet équilibrage de boucle locale en temps réel. Et Laurent, j'ai une petite question qui peut-être dérange, je ne sais pas. Mais est-ce que la France, par rapport à ce que tu dis, est en phase avec la directive ou la vision de l'Europe? Alors, en France, on a toujours tendance à être un peu en arrière parce qu'on a historiquement des moyens très centralisés avec le nucléaire qui ne coûtent pas cher, qui historiquement n'ont pas coûté très cher. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on change de vitesse, c'est-à-dire que nos moyens nucléaires nous coûtent très cher. Soyons très clairs. Aujourd'hui, ils sont peu disponibles. Et donc, on va avoir de plus en plus de contraintes sur cette énergie centralisée qui, à mon avis, va majoritairement finir sur les sites industriels. Donc, en fait, pour des particuliers, se repose cette question du comment sourcer à moindre coût son électricité. Et donc le sourcer à partir du supermarché qui est à côté de chez soi, à partir de son voisin et à partir de renouvelables qui est disponible autour de lui, qui devient de facto moins cher que l'énergie nucléaire qui n'est plus disponible aujourd'hui. D'accord. Alors peut-être avant de donner la parole à Chris Merel, mais j'ai une question peut-être à Donald de nouveau. Et puis comme ça Chris pourra compléter, c'est au-delà du réseau. Dans l'absolu, on pourrait imaginer quel pourcentage d'énergie produite par des collectivités locales? Alors, pour ces communautés locales, nous, en dehors du rêve, mais on est convaincus qu'en zone urbaine et périurbaine en France, on a les moyens de produire 50% de l'énergie qu'on consomme dans ces boucles. C'est énorme. C'est énorme parce qu'aujourd'hui, dans un modèle centralisé, on est à peu près à 5-6%. Moi, je laisserai Chris Merel peut-être nous donner les bons chiffres sur quelle consommation locale versus nationale. Mais c'est vrai qu'on vient d'un modèle très centralisé. Mais cet objectif de dire qu'il faut produire sur nos territoires 50% de nos besoins en énergie, c'est une vraie intention, c'est une vraie ambition. Et techniquement, quand on dit énergie renouvelable, on ne parle pas que solaire. On développe un projet aujourd'hui sur Marseille qui va intégrer de la biométhanisation, une petite éolienne de toiture pour faire le test, mais la technologie elle va devenir de plus en plus performante. Est-ce qu'on peut capter sur nos territoires de l'énergie renouvelable locale pour alimenter nos concitoyens? La réponse est probablement oui à hauteur de 50-60%. La question du stockage, le stockage le plus vertueux possible, nous permettra de gravir des échelons. Et aujourd'hui, la barrière, elle n'est pas technique. Elle n'est pas environnementale. La nature nous propose tout ce dont on a besoin. Elle est réglementaire. Elle est sur les résistances par rapport à l'ordre établi, qu'on se le dise. Et ça, j'ai envie de dire, c'est entre guillemets facile à régler. D'accord. Chris
Donc, je vous laisse apporter votre commentaire. Et puis, le rôle d'Enedis dans cette transition, parce que vous êtes au cœur de... On est un maillon au important. cœur et un petit peu à côté. On accompagne. Ouais. On accompagne. Donc, pour Enedis, la première question, c'était tendance de fond ou épiphénomène. Je pense qu'on peut parler de tendance de fond quand on a une directive de l'UE en 2019 qui fixe le cadre des communautés d'énergie citoyennes et renouvelables. On est quand même dans quelque chose avec une volonté du politique qui est forte. Et nous, côté Enedis, on voit ce développement qui arrive. Alors, il y a 10 ans, on parlait en unité. Les autoconsos collectifs, il y a 5 ans, 3 ans, on en avait une petite dizaine. Aujourd'hui, on a dépassé les 200 projets qui sont en production. On en a beaucoup plus qui sont au stade de projet avec des niveaux d'avancement qui sont variés. Et cette accélération, on ne la corrèle pas à la crise énergétique et financière de l'année dernière. Très clairement, l'accélération, c'est une tendance depuis 10 ans qui arrive et qui est de plus en plus importante. Donc, voilà, le développement est en cours. Nous, notre rôle sur les communautés d'énergie, c'est vraiment ce rôle de facilitation. Alors, j'entendais, le réseau, il faut séparer le réseau de transport qui est, c'est des lignes qui ont une dimension nationale, internationale, qui peuvent mettre des années à construire. Le réseau de distribution, il est extrêmement maillé. Il est déjà présent. Sur la France, c'est 1 400 000 km de réseau moyenne tension, basse tension. C'est gigantesque. On le développe chaque année. Il augmente d'à peu près 10%. Alors, ce réseau, il ne nous appartient pas. Je fais un petit signe. Il appartient aux collectivités locales. Et pour nous, ce réseau, on pense que c'est vraiment le maillon qui va permettre de connecter les sites de production délocalisés, les consommateurs, la consommation ou les usines de consommation centralisées, quel que soit le type de production. Et donc, on est au cœur de tout ça. Effectivement, l'exemple qui est très bon, c'est l'autoconsommation collective, où on arrive à gérer ce partage. Et après, on est aussi, nous, l'opérateur de données qui permet le comptage dans les deux sens, injection sous tirage, et donc la bonne répartition de l'énergie entre les différents participants. Donc voilà, et Enedis, au cœur, ou en tout cas facilitateur de ce système, avec après des délais de raccordement qui sont très variables après suivant les opérations, qui vont de quelques semaines à plusieurs mois suivant la taille et puis la nécessité de construction de réseau. Et peut-être vous nous expliquez pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que pour faciliter l'échange d'électrons et la comptabilité, vous mettez à disposition le réseau, vous touchez... quel est le modèle économique? Pas compris. C'est-à-dire que vous avez, vous facturez donc un droit de passage. Effectivement, il y a un tarif d'utilisation du réseau de distribution, donc qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie. Donc c'est quelques centimes du kilowattheure. Et effectivement, ça permet de rémunérer Enedis. Et derrière nous, d'investir, de développer le réseau et puis de financer aussi nos équipes qui travaillent au quotidien. Tu veux dire quelque chose? Moi, je peux réagir parce qu'effectivement, ce réseau de proximité, il est une vraie opportunité. Ce n'est pas une contrainte. Nous, on le voit dans nos projets, le travail qu'on a fait avec Enedis là-dessus. Et j'ai pris conscience il y a 5 ou 6 ans que ce réseau de proximité, il est surdimensionné en fait. Il est dimensionné pour qu'entre 18h et 20h, personne n'ait de coupure pour cuire sa dinde. Voilà. Et que le fait de pouvoir injecter sur cette autoroute en local, c'est vraiment le vecteur d'accélération de ces communautés. Et c'est surtout par rapport aux propriétaires de ces réseaux publics, qui sont les collectivités locales, un vecteur d'efficience par rapport à cet investissement qui a été fait. Donc nous, on a fait, c'est pour ça que je profite 2 secondes pour dire qu'on a fait beaucoup de travail auprès de la Direction générale de l'énergie et du climat et de la Commission de régulation de l'énergie pour dire que oui, ces opérations doivent payer un TURP, mais peut-être qu'il faudrait inciter ces opérations en réduisant un peu ce tarif, parce qu'on est convaincu que des investissements importants sur le réseau de longue distance pourront être évités si on injecte massivement sur un réseau de proximité surdimensionné aujourd'hui dans nos quartiers. Donc globalement, si je résume,
demain les collectivités locales énergétiques associées à un pilotage temps réel, on va revenir dessus, permettrait potentiellement d'ajuster au mieux les réseaux et par conséquent de réduire à la fois le coût, l'empreinte carbone de ces réseaux, potentiellement, c'est bien ça. Alors on va écouter la réponse de Chris, mais nous, le chiffre qu'on entend souvent, c'est pour 1 euro mis sur de l'ENR, il faut rajouter 1 euro sur le réseau. Parce qu'après, l'ENR, les sites vont être foisonnés sur l'ensemble du territoire, avec effectivement des réseaux à certains endroits qui sont largement dimensionnés, qui ne posent pas de difficultés, puis d'autres endroits où on va devoir soit réaliser un raccordement parce que le réseau ne passe pas, hein, il n'est pas partout, soit on va devoir renforcer ce réseau. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que dans les 10 ans qui viennent, la PPE fixe un doublement de la puissance installée d'énergie renouvelable. On passera de 35 gigas à quelque chose comme 70 gigas. C'est gigantesque et il va quand même falloir accompagner, renforcer le réseau pour qu'il soit en mesure d'accueillir cette énergie produite partout en France. Et puis on va avoir aussi un sujet ponctuel avec le développement de la mobilité électrique et donc des points de recharge. Alors aujourd'hui, j'entendais, là, on vient de passer les 100 000 points de recharge en France. J'entendais qu'on était aussi un petit peu en retard, même si tout le monde n'est pas convaincu du modèle économique sur les chargeurs à haute puissance. Mais en tout cas, on en a plutôt moins que la moyenne. Et là, très clairement, aujourd'hui, on voit qu'on a assez régulièrement besoin de booster un peu le réseau pour accueillir ce type de chargeur. Très bien. Juste une petite parenthèse, mais la réponse, elle sera brève pour celui qui voudra répondre. C'est qu'on parle de réseau actuel, mais on a parlé aussi de courant continu, on a parlé de véhicules électriques. Est-ce qu'on peut imaginer que les boucles locales d'énergie ou les communautés énergie locales puissent disposer d'un réseau local propre en DC? Alors, techniquement, et puis après, je pense qu'il y a un problème réglementaire, mais techniquement, est-ce que ça serait pensable? Qu'est-ce qui veut répondre? Techniquement, il n'y a pas de problème. Le vrai enjeu, c'est finalement de créer un écosystème qui favorise ce développement. Aujourd'hui, on a un rôle qui est clairement défini sur l'opérateur de réseau public qui passe sur la voie publique. Et je pense que ce serait idiot de dupliquer, tripliquer ces réseaux basse tension. Je pense qu'Enedis, comme il a été dit, fait du bon travail à avoir un réseau solide en basse tension, etc. C'est peut-être à eux d'évoluer sur des technologies à courant continu. Et je pense que ce qui est par contre très intéressant, c'est quand on se trouve à l'échelle d'un campus, donc en aval du compteur, où là, il y a une vraie logique d'intégration de tout ce qui est photovoltaïque, stockage, véhicules électriques en courant continu. Ça, c'est le pari qu'on a fait. Et là, c'est beaucoup plus simple parce que vous êtes sur un réseau fermé, vous êtes chez un client, donc il faut des normes, des standards, et vous pouvez déjà passer à l'échelle à ce niveau-là. C'est en tout cas l'approche que nous, on a prévu de mettre en œuvre. Merci. Alors, on a vu que par rapport à ce qu'on vient de dire, la place du numérique est incontournable parce qu'on a une complexité face à ce mix énergétique et la nécessité de prendre en compte les usages et d'avoir une approche à la fois micro-macro. Quand on dit ça, on n'a pas tout dit parce qu'en fait, tu as évoqué le problème des données, de la gouvernance des données, d'avoir accès aux données en temps réel. Alors qu'aujourd'hui, souvent, elles sont dans le cloud de tiers d'opérateurs de services et elles ne sont pas forcément accessibles. Et si elles sont accessibles pas forcément en temps réel et parfois à des conditions économiques qui sont dissuasives. Donc ça montre aujourd'hui qu'il y a un vrai enjeu d'agréger ces données au niveau local et entre guillemets peut-être d'inverser le modèle de gouvernance avec plutôt un modèle ascendant qui part de l'usager qu'un modèle descendant. Alors, je ne sais pas qui est-ce qui veut répondre, peut-être.
Là, j'aimerais faire référence aussi aux lois européennes et au Data Act qui est en train d'être discuté. La donnée appartient au client. Donc, elle n'appartient pas à l'opérateur de réseau, elle n'appartient pas à l'agrégateur, elle n'appartient pas à l'opérateur de boucle locale d'énergie, elle appartient au client. Donc, le point de départ, c'est de mettre en œuvre une architecture qui permet de partager cette donnée qui appartient au client pour son véhicule électrique, pour ses panneaux solaires, pour son centre commercial, etc. Créer de l'interopérabilité et le client doit décider s'il souhaite partager cette donnée avec Enedis à des fins de gestion de congestion, avec RTE à des fins de gestion de réserve ou avec d'autres acteurs, avec un acteur de communauté locale s'il est membre de sa communauté locale. Donc il y a une vraie réflexion de réinventer un modèle de gouvernance de données bottom-up à partir du client, de créer de l'interopérabilité des données à partir du client et derrière, évidemment, d'utiliser des objets comme le Linky, etc., qui sont absolument essentiels pour gérer et monétiser ces flux. Il ne s'agit pas non plus de réinventer des... Donc il y a vraiment un enjeu d'interopérabilité très fort en repensant la donnée à partir du client. Et quelle est la maille? Bon, on parle de l'usager, mais après, tu verrais que c'est quelle maille? Alors après, on va laisser répondre à la fois Enedis et puis le maire de Châteauneuf. Mais est-ce que, justement, la collectivité est une maille intéressante? À l'échelle de la boucle locale d'énergie, c'est souvent la collectivité qui est fédératrice parce qu'elle a entre les mains et les investissements dans le réseau indirectement au travers d'Enedis et les citoyens et les gestionnaires. Effectivement, c'est une maille qui est intéressante. Mais encore une fois, il s'agit de rendre les boucles locales d'énergie interopérables entre elles aussi. Ouais, c'est ça. Donc il s'agit de créer une organisation multiniveau. C'est le principe de subsidiarité. Tout à fait. Et c'est le projet européen sur lequel on travaille. Je pourrais parler un petit peu plus si nécessaire. Et tu voulais dire quelque chose, Bernard? Oui, sur cette question des données, il y a une autre dimension à mon avis. C'est quand on veut mixer les énergies, justement. Parce que je pense qu'à mon avis, ça sera un peu la clé. On ne peut pas se contenter de faire que du PV ou que de l'éolien ou que ça. D'abord parce que on sait que ça rentre dans la technique, mais ces énergies ont leur propre cycle de fonctionnement qui viennent perturber le réseau. On l'a vu l'hiver dernier en Allemagne, quand pour éponger la production éolienne, il a fallu arrêter pratiquement. Et puis il y a différents acteurs. Toutes les centrales, voilà. Et là, par contre, je pense qu'il y a un vrai problème de gestion de la donnée, mais qui est numérique. C'est indépendamment des particuliers à qui elles appartiennent. En gros, j'ai un peu d'électricité en trop, est-ce que je vais faire de l'hydrogène? Est-ce que je vais l'autoconsommer? Est-ce que je vais l'utiliser dans un de mes bâtiments? Donc c'est vraiment de la gestion. Et ça, je pense que c'est nouveau, parce qu'on est dans des modèles centralisés, où en gros, il y avait une centaine de sources de production, et puis ça a défilé. Voilà. Donc ça, je crois que c'est une dimension qu'il faut prendre en compte. Évidemment, ça passe par souvent des capteurs, donc objets connectés, donc des réseaux bas débit. On retrouve la même problématique qu'on a eue dans le développement de la fibre optique et des capteurs bas débit pour les usages industriels, etc. Donc je pense là-dessus, c'est un point qu'il faudra améliorer. Bon. Après, sur la question de l'appropriation des données, bien évidemment, elles appartiennent à celui qui les produit, mais quand même, peut-être la collectivité locale est un bon choix. Je prendrais plutôt, moi, comme maille, où est l'énergie? C'est-à-dire qu'en gros, on est dans un modèle pyramidal et quelque part, on rentre dans un modèle fractal. C'est-à-dire qu'on va avoir des centaines, voire plus, des milliers de sources d'énergie. Chacune a sa propre logique, chacune a ses propres interférences. Et c'est ça qu'il va falloir gérer. Donc là, on est vraiment... C'est plus que compliqué, c'est complexe. Oui, c'est très complexe. C'est très complexe. Oui, et ça, c'est un vrai sujet d'organisation des données qui, à mon avis, j'ai jamais entendu dire qu'on avait l'équivalent dans les process industriels ou autres, quoi. Je crois que là, il faudra de l'intelligence artificielle, ces choses-là. Je crois que là-dessus, il y a effectivement c'est pour ça que je de disais beaux développements. En introduction, c'est que si on arrive à gérer cette complexité liée à l'énergie, le reste, à mon avis, ça devrait suivre. Oui, c'est vrai. Oui, je pense que oui. Chris, tu voulais dire quelque chose? Deux choses, effectivement. Vous m'entendez? Oui. La donnée, effectivement, alors il y a la donnée du client, elle appartient au client. C'est sans son consentement, on n'en fait rien et c'est tout à fait normal. Après, la donnée, elle est partout. Et effectivement, il y a différents nœuds ou différents points qui sont extrêmement importants. Il y a le transformateur de distribution publique.
Un transformateur, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est, on passe de 20 000 volts à 400 volts. C'est une tonne d'acier, d'huile et puis de cuivre. Ce n'est pas très, très intelligent aujourd'hui. Et quelque part, c'est demain un outil qu'on va devoir rendre intelligent, qui va permettre de régler la tension. Quand on rajoute des moyens de production, c'est très bien, mais si on ne produit pas, si on ne consomme pas, on réinjecte de l'électricité. Cette électricité, elle peut créer une contrainte qui n'existait pas jusqu'à aujourd'hui. Donc derrière, une façon de régler cette contrainte, ça peut être de mettre de l'intelligence embarquée au plus près de la contrainte et donc d'être dans un réglage dynamique. On parle d'électronique de puissance, de choses comme ça. Donc c'est des choses qui sont au niveau de la R&D aujourd'hui, mais très clairement, on est... alors, Enedis travaille dessus. Après, je sais que tous les grands constructeurs sont forcément dessus. Il y a des modèles qui sont différents. Les Allemands réfléchissent plutôt à des modèles qui sont un peu plus mécaniques, on va dire. Nous, on pense que l'électronique de puissance est quelque chose d'un peu plus intéressant et qui permettrait de faire moins de transformations sur nos réseaux. Donc, on a, voilà, la donnée, elle va être très, très présente et elle va être utile aussi pour permettre cet équilibrage beaucoup plus local qu'il était jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on était un équilibrage qui était régional, national, hein, avec nos moyens de production très centralisés. Demain, on va avoir la nécessité de descendre cette intelligence beaucoup plus proche du terrain et beaucoup plus proche du client et de la production. Donc on voit qu'il y a un vrai enjeu. Alors juste avant de passer à la question suivante, est-ce qu'on peut parler de données d'intérêt général? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit que l'accès à ces données, elle va contribuer de facto à la valorisation d'un bâtiment, d'un territoire, parce qu'on va pouvoir faire du pilotage et donc d'optimiser, de gérer ce mix énergétique. Mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait accès à ces données. Et quelque part, est-ce que demain, on peut dire que tel type de données, c'est de l'intérêt général et donc il doit être partagé? Après, les conditions de partage, c'est à définir, mais est-ce qu'on peut arriver là? Est-ce que c'est des sujets qui sont traités à la Commission européenne ou peut-être toi, au niveau local, tu as une réponse? Oui, effectivement, et même au niveau opérationnel, quand on le développe, parce qu'on est en train de développer pas mal de communautés comme celle-là partout en France, je crois, et je parle sous le couvert de M. Merel, c'est que déjà aujourd'hui, il y a un certain niveau d'agrégation, donc de somme de données clients, qui sont en open data et donc parce que reconnus d'intérêt général. Je ne sais plus si c'est 10, 20, 100, peu importe, mais aujourd'hui, on sait au niveau d'un point géographique agréger des informations sur les consommations d'énergie. Donc on y arrive. La question, c'est de dire est-ce qu'il faut réduire la maille ou est-ce que la maille actuelle est OK. Mais en tout cas, on peut aujourd'hui accéder à ces informations pour projeter des projets de partage d'énergie, déjà sur la donnée de consommation locale. D'accord. Alors, on a parlé donc de nouvelles organisations, notamment autour des données, autour de l'investissement. Est-ce qu'on peut penser que, en fait, on voit que c'est un sujet qui est organisationnel, et donc c'est des nouveaux métiers, des nouvelles fonctions territoriales qui vont peut-être au-delà de la fonction, des fonctions territoriales qu'on a dans des communes. Je sais pas, j'aimerais bien vous entendre peut-être à ce sujet, parce que je pense que on a dit la technique est là, mais si l'organisation n'est pas là, ça risque d'être un problème. Donc effectivement, si je fais un peu le recul sur les 4 dernières années, au niveau technique, au niveau data, on voit bien que les choses avancent. Au niveau production d'énergie renouvelable, les choses avancent. On parle aujourd'hui de résilience des territoires. Moi, je peux vous dire, et j'ai les quelques cicatrices pour le prouver. Ce qui a été le plus dur sur les 4 dernières années, c'est des rencontres, et puis monsieur le maire, vous me donnerez un peu votre avis, mais j'ai eu des rencontres avec pas mal d'élus sur pas mal de territoires, certains très engagés dans ces dynamiques, d'autres qui étaient plutôt en mode, vous savez, monsieur François, les partenariats publics-privés, c'est que des emmerdes. Donc j'ai eu ce genre de retour, donc vous m'excuserez le discours. Et aujourd'hui, on est dans un contexte de transition où il faut changer ces paradigmes. Il faut changer de paradigme et il faut qu'on soit prêt sur tous les acteurs d'un territoire, que ce soit une entreprise, un privé, une collectivité locale, de faire ensemble. Parce que l'enjeu, c'est que si on fait sur un même territoire une boucle qui réunit les bâtiments communaux, puis une autre boucle qui réunit la zone d'activité privée, ça ne fait pas de sens sur le plan territorial. Dans la communauté de Cabriès-Calas, on a créé un collège collectivité qui n'est pas encore habité, mais on va permettre à des collectivités territoriales, que ce soit municipalités, communautés de communes, départements,
d'investir dans Sereni Calas pour poursuivre le développement, parce que la loi permet aujourd'hui à des collectivités locales d'investir dans des sociétés privées productrices d'énergie renouvelable sur leur territoire ou territoire limitrophe. Voilà, il faut le dire en une seule. Excellent. Mais c'est excellent, mais aujourd'hui, d'un point de vue juridique, les acteurs publics, mais probablement avec de bonnes raisons, sont très frileux pour emboîter le pas. Et pourtant, je crois que c'est vraiment le déclencheur qui permettrait de massifier les projets. Et encore une fois, le faire ensemble dans ces communautés d'énergie renouvelable, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ouais, merci. Peut-être je vais passer. Tu voulais reparler vite fait ou... Juste pour rebondir, je crois que c'est comme beaucoup de choses dans la vie, il faut trouver le bon vecteur. C'est vrai que si on attaque un maire en disant bon voilà, on va faire ça, il faut participer, il faut co-investir, bon il va dire bon qu'est-ce qu'il y a derrière quoi. Ils sont toujours méfiants bon, là-dessus. Et on voit tellement de choses sur les réseaux sociaux. Donc si par contre la question est on va améliorer les énergies, les bilans du territoire, et là il faut y aller à plusieurs, et là il faut faire des collèges, etc. Je pense là-dessus, je ne vois pas où il y aurait un blocage. Non, okay. Le tout c'est que le problème soit bien posé. C'est pareil, parce que souvent, ces questions énergétiques, moi je l'ai trop vu, il y a celui qui défend ci, celui qui défend ça, bon, et on sait bien que parfois ce n'est pas une seule solution. Et je crois que c'est là-dessus qu'effectivement, il faut avoir une approche un peu globale. Et effectivement, la collectivité peut être un lieu de discussion pour savoir les arbitrages, comment on les fait. Merci. Ça, c'est la voix de la sagesse. Je voudrais rajouter quand même un élément sur l'interopérabilité. Parce que je ne sais pas si parmi l'audience, certains d'entre vous ont essayé d'utiliser de l'interopérabilité en aval du compteur. C'est assez dramatique, c'est-à-dire faire communiquer un onduleur solaire avec un chargeur de véhicule électrique et avec une batterie. C'est quelque chose aujourd'hui de très très compliqué. Pourquoi ? Parce que chaque fabricant a des standards différents et utilise très mal les standards qui existent. Et donc je pense qu'il y a, au-delà de qui gouverne la donnée, il y a aussi un vrai enjeu de monter d'un cran, monter d'un cran en termes de standardisation, utiliser des architectures peut-être qui viennent de l'open source. Hein, il y a d'autres secteurs qui ont beaucoup mieux travaillé que l'énergie et essayer de réfléchir différemment. Encore une fois, les boucles locales d'énergie, c'est pas que le Linky, c'est le Linky en lien avec tout ce qui est en aval. Et aujourd'hui, ça, c'est très, très, très inefficace en termes d'ingénierie. Je suis à 200% d'accord. Un complément là, sur le mélange de données, nous on en a fait l'expérience, parce que quand on s'est dit on va mettre des panneaux photovoltaïques et du micro-éolien, tout ça c'est des électrons. Et ben le problème c'est que les électriciens raconteront ça mieux que moi, mais les problèmes d'impédance qu'il peut y avoir, etc., fait qu'effectivement, c'est pas comme l'eau, quoi. On n'a même pas ça dans le réseau et ça se mélange. Non. Et c'est là-dessus qu'on a eu, on s'est un peu mordu les doigts parfois. Il a fallu qu'on remette un certain nombre d'investissements pour que ça marche. Et je crois que là-dessus, il y a un vrai problème technique. Au-delà des problèmes de susceptibilité de territoire, je pense là-dessus, il y a un vrai problème technique. Mais on approche de la fin. Ce que je vous propose, c'est une question qui puisse aussi faire débat et conclusion. C'est qu'on voit que le sujet de l'énergie est un sujet complexe. Si on le résout, vraisemblablement, on pourra résoudre d'autres. Mais ce que je voudrais, c'est vous entendre un petit peu sur ce sujet-là, justement. C'est que, est-ce que le modèle qu'on va bâtir autour des communautés énergétiques locales pourrait être dupliqué à d'autres secteurs, comme l'eau, comme les déchets, comme la mobilité, comme le partage d'espace? Et puis, est-ce qu'on peut parler d'infrastructures mutualisées, de communs énergétiques, de communs de l'eau, de communs, que sais-je, et d'aller vers une société qui soit un peu plus hybride, où il y a un investissement qui soit à la fois public, privé, particulier, avec des nouveaux modèles organisationnels. Certains diront c'est de l'utopie, mais on voit qu'aujourd'hui c'est en cours. Et donc ça pourrait être un message optimiste à la société par rapport aux enjeux actuels, et où on ne met pas en cause un système existant, mais on met en place un système complémentaire qui vient justement répondre à certains enjeux et l'équilibrer. Je vais peut-être commencer. Donc je pense que oui, on est sur une tendance où on a envie de faire des choses ensemble et qu'on n'attend plus forcément que ça se fasse au niveau national, européen, voire international, mais qu'on prenne des responsabilités locales.
il y a un groupe de citoyens dans notre commune qui s'est dit, voilà, il y a un problème de pénurie d'eau dans le sud de la France. Pourtant, on a cartographié, il y a plein de puits qui ne sont pas utilisés, et puis ils ont envie de monter un collectif pour aller ouvrir ces puits, aller chercher l'eau, trouver les moyens de le financer ensemble. Donc on voit qu'il y a cette dynamique. Après, il peut y avoir la notion d'enjeu sanitaire lié à l'eau, mais dans l'esprit de dire trouvons les solutions là où elles se trouvent, je pense qu'on est dans cette mouvance. Et on est aussi, je pense, plus ouvert, même au niveau des acteurs économiques, à repenser la notion de partage de valeur quand on dit faire des choses ensemble. Et là où je vous rejoins, monsieur le maire, c'est qu'effectivement, pendant longtemps, il y a des développeurs solaires qui disaient « je veux bien vous louer votre espace ». C'était très opaque en termes de qui va récupérer cette rentabilité. Mais aujourd'hui, quand on arrive et qu'on voit un maire et qu'on dit « on veut déployer des actifs sur votre territoire, mais on veut que vous en bénéficiez ainsi que vos concitoyens pour baisser la facture et verdir le mix », mais tout de suite, on est dans une autre forme de partage de valeur. Et puis, il faut que chacun dans sa cour puisse emboîter le pas pour que ces modèles de communalité, dans le bon sens du terme, puissent voir le jour. Merci. Laurent ? C'est évident qu'à l'échelle d'un campus, on peut mutualiser plein de choses. Une borne de charge, un véhicule électrique, un réservoir d'eau recyclé. Enfin, l'enjeu, c'est vraiment l'interopérabilité des données. D'ailleurs, pour ajouter un niveau de complexité supplémentaire, dont on n'a pas évoqué, il y a aussi l'aspect souveraineté de la donnée. Je sais qu'au niveau européen, c'est important. La question, c'est est-ce qu'on continue à accepter qu'une grande part de ces données partent en Chine, aux US ou je ne sais pas où, pour que demain, ces communautés énergétiques soient gérées par des Chinois. Il faudra à un moment donné qu'on se pose aussi ces questions-là. Ah, Et la Commission se pose aussi beaucoup de questions en termes d'architecture sur la souveraineté de la donnée, l'architecture des clouds et toutes ces choses-là. Mais effectivement, tous ces moyens à terme, en particulier autour de l'eau, seront des choses qui vont être mutualisées également. Ah, merci. Pour les communautés énergétiques citoyennes, c'est assez intéressant ce terme-là, hein, qui est le terme de la directive, en fait. Elles peuvent s'ouvrir sur d'autres services. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'autoconsommation collective, d'équilibrage de réseau. Je reste dans le même fluide, mais effectivement, elles peuvent se saisir de l'exploitation des bornes de recharge. Elles peuvent se saisir peut-être de l'éclairage public. En tout cas, voilà, elles peuvent élargir leur champ de compétences. Après, c'est un choix. Ça pose des questions après de responsabilité juridique, de personnes morales organisatrices. Mais donc, cette possibilité, elle existe. C'est clair que ça va se développer. Quand ? Est-ce qu'il y en a déjà ? Je ne saurais pas le dire. Moi, pour l'instant, j'ai surtout vu de l'autoconso collective. Mais c'est dans le champ des possibles et c'est dans le... On pourrait dire que c'est dans l'ordre des choses. Merci. On parlait du TURP tout à l'heure. Il faut bien comprendre que le TURP, dans les années 50, a été inventé parce qu'à l'époque, les premières installations électriques étaient dans les milieux urbains et il n'y avait rien pour les ruraux. Et en gros, qu'est-ce que la collectivité politique a dit ? On va faire payer les consommateurs, donc les urbains, via une taxe pour aller déployer les réseaux chez les ruraux. Là, c'était facile. Il fallait tirer des fils, des câbles. Ouais. Et ça donnait le facet, effectivement. Le problème que là, c'est que par rapport à la complexité des choses et le fait qu'il faut faire beaucoup de choses en même temps, c'est là que ça se complexifie. Parce qu'on pourrait imaginer le même modèle par rapport au mix énergétique, mais là, il faut effectivement qu'on cogite un petit peu sur les modèles organisationnels. Voilà. Et je pense que cette notion de complémentarité est importante. Ah, c'est essentiel. Et donc, on peut imaginer qu'on ait des mailles organisationnelles qui soient au-delà des échelles actuelles. C'est-à-dire que pas forcément collectivité ou région, mais ça peut être à l'échelle d'un quartier ou que sais-je. Surtout, je pense qu'en France, on a toujours tendance à réfléchir en termes d'architecture centralisée, d'opérateurs uniques. Il faut arrêter, il faut sortir de ça. C'est une multitude d'opérateurs, c'est un système de systèmes, c'est des gens qui vont interagir dans le cloud. C'est pas que du public, c'est du public avec du privé. Et c'est là où l'interopérabilité des données est absolument essentielle. C'est là où les agrégateurs énergéticiens ont aussi un rôle. Et c'est là où les opérateurs de réseau ont bien évidemment un rôle pour la stabilité du système électrique. Mais pas réinventer une architecture centralisée à partir du fractal. Et puis, c'est absolument essentiel. Et puis faire en sorte que le citoyen, je pense, se réapproprie ces données parce qu'un citoyen informé est un citoyen responsable. Donc, quelque part, ça, c'est aussi c'est essentiel. La communauté énergétique citoyenne, dans les termes, en fait, elle n'a pas de limite géographique.
Ouais, c'est ça, On c'est peut important. imaginer un citoyen qui est à Toulon, un autre. Alors Paris, ça va être un peu compliqué pour installer ces panneaux, mais Faut voir. dans les Yvelines, par exemple. Donc, elles peuvent être beaucoup plus étendues. Aujourd'hui, on ne le voit pas en France, mais ça fait partie du champ des possibles. Et tout à l'heure, quand je parlais de services, elles peuvent aussi aller sur les marchés. Ouais, donc ça veut Acheter dire ou vendre. que Donc c'est vraiment ça va voilà, être monétisé un champ des quelque part. possibles Ouais, qui est c'est ça. extrêmement large. D'accord. Est-ce qu'il y a une ou deux questions? Enfin, si vous voulez, on peut répondre à vos questions parce que ça redémarre qu'à 14 heures. Sinon, c'est bon? Si, allez-y. Présentez-vous. Donc, bonjour, moi je suis Lina Ruiz Nexens. Je souhaiterais poser la question à M. Merel. La même question en fait, que vous avez posée à M. Schmitt sur le courant continu. En fait, aujourd'hui, comment Enedis, quelle position, quelle vision en fait, côté distribution courant continu, logiquement moyenne tension et basse tension? Aujourd'hui, on en est, on regarde, on regarde ce qui se développe, d'accord. On participe à des prototypes ou à des expérimentations, et après on est au stade de la R&D. Mais aujourd'hui, on n'a pas de vision industrielle du sujet. C'est pas encore quelque chose qu'on voit se développer très rapidement dans l'exploitation de nos réseaux. Merci. Je l'ai dit aussi parce qu'on voit des projets pilotes qui commencent à se dupliquer, rien que Pays-Bas. Il y a aussi, comment dire, côté pays scandinaves, il y a une entreprise qui s'appelle FerroAmp qui commence à déployer pas mal de pilotes dans ce sens, voire des communautés en fait à l'échelle de plusieurs bâtiments. Et donc je pense que bon, bah, voilà, ça serait intéressant effectivement d'aller explorer en France qu'est-ce qui peut se passer, surtout que bah, des bâtiments ils sortent des terres pour des applications tertiaires, des applications commerciales assez souvent. Ça pourrait être intéressant effectivement d'y travailler sur le sujet. Merci. Non, mais on est observateur de ces pilotes, et s'il y a des choses qui se font en France, il est possible qu'on participe. Mais il y a un projet qui est piloté par Emmanuel Jean en Bretagne. Je ne sais pas si tu es au courant Oui. sur ce sujet. Donc. Enedis, quand même, ça est impliqué, je crois. C'est bon? Vous voulez poser quelque chose? Non. Bah, écoutez, merci. Merci, c'était très intéressant. Je pense que très riche. On écrit l'histoire. Merci.